Merci beaucoup. En fait, mon programme va être pas mal plus raisonnable que ce que Valérie venait de lire. Ça, c'était le résumé un peu utopique de ce que je voulais coincer en 20 minutes, donc je vais réduire. Donc, première remarque préliminaire, j'aimerais remercier publiquement ma sœur Luce Tremblay-Godette qui a relu mon texte et qui a accepté, puisqu'elle est photographe professionnelle, de me fournir certaines photographies que je vais utiliser. Je vais quand même prendre un peu de temps entre certains... je ne vais pas défiler mon texte à une vitesse folle pour vous laisser le temps d'apprécier les images de mon PowerPoint. Maintenant, voici. Les chantres du numérique n'hésitent pas à affirmer qu'une véritable révolution est en cours et d'une certaine manière, nous sommes réunis ici afin de nous poser la question « Mais qu'en est-il vraiment ?» Les réponses varient selon les champs d'intérêt et les domaines affectés par l'arrivée du numérique. Dans le cadre de cette présente table ronde, je vais spécifiquement m'attarder à la photographie numérique et les liens qu'elle entretient avec le web. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les hypothèses que je présente ici sont des résultats intermédiaires de recherche et de réflexion, de propositions ouvertes que je soumets au débat et à votre jugement. Je vais aborder brièvement 3 aspects de la photographie à l'ère du numérique, soit sa production, sa diffusion et sa manipulation, voire sa réappropriation. Je postule que pour chacun de ces aspects, le numérique provoque une accélération plutôt qu'une refonte, qu'il est excessif d'y voir un nouveau paradigme et sans doute plus raisonnable de considérer que les changements survenant dans la foulée du numérique sont assez importants pour poser que le numérique modifie considérablement, mais pas totalement, notre rapport à la photographie. Un des changements les plus importants entraînés par le numérique est l'apparition de l'appareil photo numérique. Il est faux de penser que ceci a eu comme effet une plus grande accessibilité à la photographie pour un large public. À preuve, cette problématique était déjà constatée à l'époque de la rédaction du texte « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité numérique » par Walter Benjamin en 1936, dont d'ailleurs l'édition 2010 présente un appareil argentique en couverture. Mentionnons tout de même que l'appareil photo numérique est de plus en plus compact quand il n'est pas même greffé à d'autres objets, ce qui le rend plus transportable et accessible aux photographes amateurs. L'appareil photo numérique a comme effet important une amélioration de ses performances techniques. Celui-ci se montre autant, voire plus flexible que son prédécesseur argentique. Ses propriétés et ses fonctionnalités impressionnantes, même pour des modèles bon marché, restent cependant souvent en l'état d'option jamais exploité parce que beaucoup préféreront un mode automatique à l'utilisation manuelle du réglage de la vitesse d'obturation, de l'ouverture du diaphragme et de l'ISO. Toutefois, le changement de performance technique qui a le plus grand impact est la capacité de stockage des appareils photo numériques. On est moins avare de l'appui sur le déclencheur quand on peut loger des centaines de photographies sur une carte de mémoire plutôt que les 24 poses d'une pellicule. Le corollaire de ce changement se reflète dans l'archivage des photographies prises. La sélection présidant anciennement à la constitution d'un album photo devient inexistante lorsqu'on peut ranger, dépendant du format et de la qualité des photographies, l'équivalent de plusieurs albums traditionnels dans une clé USB de 4 gigaoctets comme celle-ci. Voici donc le changement le plus important entraîné par le numérique au plan de la production photographique. Une démultiplication des photos prises et conservées, basée sur une logique primant la quantité au détriment de la qualité. D'ailleurs, le Slow Photography Movement commence à apparaître en réaction à cet état de fait, comme on peut lire dans un article de Temu publié dans le Slate Magazine. L'accroissement de la production a un impact direct sur le second aspect de la photographie que je vais maintenant aborder, la diffusion. Avant l'arrivée du web, la circulation publique des images était régie par des instances médiatiques détenant le contrôle de leur diffusion. Les photographies susceptibles d'être vues par un grand nombre de personnes apparaissaient dans les journaux, les musées, les livres, les magazines et la télévision et étaient majoritairement dues à des professionnels. Ajoutons à cela que les distances géographiques ralentissaient la propagation de ces images, nous exposant plus rarement à des photographies provenant de l'étranger. Grâce à Internet, qui a fait advenir ce que Marshall McLuhan appelle « The Global Village », nous avons maintenant accès à des photographies prises par tous et n'importe qui, en provenance de partout. Les photographes amateurs n'ont plus à partager leurs clichés par un contact dans le monde réel, par une transaction privée et limitée, une forme de peer-to-peer pré-numérique. Ils peuvent aujourd'hui instantanément les soumettre au regard de leur réseau social par Facebook, de leur lectorat par leur blog et de tous les internautes par Flickr. Se côtoient dorénavant les portraits artistiques et les abus de flash, les grands angles et les mauvais focus, les paysages épurés et les contre-jours lamentables. Les moteurs de recherche à la Google Image donnent accès à des logorées visuelles, des iconorées peut-être, qui paraissent être des ressources riches et inépuisables en théorie, mais qui s'avèrent en pratique plutôt pauvres et nécessitent parfois des tris laborieux afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Pour fâcheux que puisse être ce désagrément, force est néanmoins de constater que si une image vaut 1000 mots, il est également vrai qu'un mot peut maintenant faire surgir 1000 images. Ici, on a les résultats obtenus par une recherche avec le mot invisible, où il y a quand même 4 images sur 20 qui présentent
une thématique un peu sexy, c'est quand même assez rigolo. Autre point à mentionner, il devient possible de faire découvrir rétroactivement des trésors photographiques par le biais d'un procédé technologique que l'on désigne justement par le terme de numérisation. En plus de pouvoir diffuser des images que le passage du temps ou la dégradation matérielle aurait laissées dans l'oubli ou la désuétude, on assiste à des ressurgissements de documents visuels provenant du passé, dont certains sont pour le moins étonnants. Je vous présente actuellement quelques exemples tirés d'un site web et dont la page porte le nom « 50 Unexplainable Black and White Photos ». Ma préférée est sans doute celle du chien qui est en train de boire une bière sous le regard amusé des badauds. Le troisième point que je voudrais aborder, la manipulation, fait l'objet d'une assumption non fondée, à savoir que les retouches à la photographie sont apparues avec le numérique. Il était déjà possible à l'époque de la chambre noire d'altérer des photographies. Ce procédé était certes plus complexe et était surtout réservé à des cas particuliers, comme par exemple les révisionnismes politico-historiques. Pensons à la Russie communiste qui a retiré de certaines photographies les ennemis du parti assassinés. Il est toutefois indéniable que les procédés d'altération dont disposent les utilisateurs de Photoshop à l'heure actuelle rendent plus commode, plus rapide et plus accessible ce recours à la retouche. Les modifications photographiques du numérique peuvent prendre des formes très variées, allant de la retouche cosmétique, comme ici, ou au recadrage, jusqu'à l'altération ostensible. Bon, alors on peut voir à gauche qu'on a cru bon, pour une raison qui m'échappe, d'enlever un doigt d'une des actrices de The Big Bang Theory. Et à droite, il manque tout simplement le bras gauche de la mannequin. Encore une fois, pour une raison que je ne peux m'expliquer. Par exemple, le site web Photoshop Disasters recense les pires tentatives d'amélioration numérique qui provoquent des incongruités étonnantes. On constate par ailleurs, en ouvrant les recherches, que les transformations catastrophiques visant à améliorer son apparence sur une photographie ne sont pas le fait que les magazines de mode et de publicité. Ici, c'est peut-être pas évident à gauche, mais à droite, si vous trouvez que le cou de la mannequin est d'une longueur normale, vous ne vivez pas sur la même planète que moi. Une photographie prise devant le miroir et plus que légèrement valorisée peut aussi faire l'objet d'une retouche malhabile, qui est ici soulignée à grands traits. Encore une fois, on constate ici que le numérique accélère et accentue le potentiel de malléabilité ultérieure inhérente à la pratique photographique et peut entraîner une méfiance accrue envers la prétendue vérité de l'image photographique. De plus, la disponibilité des photographies numériques permet à quiconque de télécharger une image trouvée sur le web et de la passer dans le filtre de Photoshop afin d'en ouvrir une nouvelle version. Ces pratiques, qui visent à détourner l'image de son contexte original et à la remettre en circulation après l'avoir reconfigurée, se décrivent mieux comme des formes de réappropriation, de production par déplacement. Encore une fois, on peut avancer que les dadaïstes le faisaient déjà grâce à leur collage, mais les formes que ces pratiques prennent à l'ère numérique sont variées. En fait, là, je l'ai mis un peu trop tard dans ma présentation, mais l'image de droite est due à un photographe canadien, Douglas Kirkland, qui, par simple superposition de deux images de Michael Jackson, nous montre la transformation qu'il subit dans le clip Thriller. Je voudrais maintenant aborder un phénomène apparu dans le sillage du développement du web, qui est le résultat direct des changements importants des trois aspects que je viens de passer en revue, afin de donner un exemple ludique de la manière dont ces changements prennent forme. Le terme « mème », écrit avec un accent grave sur le premier « e » en français, est un concept introduit par Richard Dawkins en 1976 dans son essai « The Selfish Gene ». Mot inventé en croisant le gène biologique et la mimésis, le mème est un élément culturel d'information simple et aisément reconnaissable qui peut se propager rapidement. Le concept est un peu flou et pose problème, mais il trouve des incarnations très précises dans le cadre du web. Le site Know Your Meme en fait le suivi avec une rigueur quasi scientifique. Une bonne partie des mèmes identifiés relèvent d'une valeur iconique. Ce sont des photographies, des illustrations, des extraits vidéo dont un aspect quelconque, souvent humoristique, lui a conféré une notoriété acquise par propagation virale. Je voudrais présenter brièvement quelques exemples afin de montrer comment une photographie parfois banale est diffusée et altérée par les internautes. Les deux premiers mettent en vedette des acteurs hollywoodiens bien connus. Le 3 juin 2010, Keanu Reeves mange un sandwich sur un banc public à New York. Sa solitude et son expression renfermée se transforment rapidement en mème de type Photoshop Exploitable, où on déplace Keanu de son banc de parc afin de le mettre dans plusieurs situations parfois improbables, allant de la photographie emblématique de travailleurs à New York, West New York, jusqu'à sa présence à la conférence de Yalta. On a également exploité une photographie de Leonardo DiCaprio prise lors du tournage de Inception, où ce dernier semblait particulièrement heureux. Connu sous le nom de Strutting Leo, ce mème consiste à incorporer l'acteur dans des scènes où on l'imaginerait mal être aussi réjoui, particulièrement celle en bas à gauche.
Mais il n'y a pas que des visages connus qui peuvent donner lieu à de tels détournements. Par exemple, une photographie prise par un amateur montrant en arrière-plan un incendie et en avant-plan le visage légèrement inquiétant d'une petite fille ne semblant pas au-dessus de tout soupçon est devenue le même Disaster Girl, où on l'a tenue responsable de bien des méfaits historiques, depuis la disparition des dinosaures jusqu'au tremblement de terre au Japon, et de l'assassinat de Lincoln en passant. Finalement, un photographe amateur a décidé en 2006 de produire un T-shirt affichant une phrase ridicule tirée d'une chanson de rap de 2004. Outre le caractère humoristique de cette photographie, c'est la possibilité de la transformer à toutes les sauces, en remplaçant la tête de l'adolescent et le dernier mot apparaissant sur son T-shirt, qui a occasionné un déferlement de photographies modifiées. Notons d'ailleurs que les 3 premiers exemples ont puisé dans une iconographie variée, passant d'images et de photographies historiques marquant à des événements d'une actualité brûlante, tandis que le dernier exemple a plutôt employé des personnes ou des personnages emblématiques, quand ce ne sont pas eux-mêmes des phénomènes viraux du web. En fait, les 2 derniers exemples, c'est le type qui a enregistré la vidéo Double Rainbow, et celui en bas, c'est Cigar Man, sur lequel peut-être je reviendrai dans la période de discussion. Ces exemples de mèmes visuels sont certes cocasses, mais ils illustrent bien les changements entraînés par le numérique que j'ai évoqués au cours de cette intervention. Diffusée grâce au web, produite par des appareils numériques, du moins on en est certain dans le cas de l'adolescent au T-shirt, modifiée par Photoshop et remise en circulation à une vitesse époustouflante, ces photographies, retournées dans tous les sens par des internautes aux 4 coins de la Terre, auraient pu connaître une telle fortune avant l'ère numérique, mais leur disponibilité sur le web les rend plus propices à prendre la forme de tels phénomènes. Voilà donc ce qui change avec la photographie numérique. Tout détenteur d'un appareil photo numérique peut potentiellement prendre un cliché qui fera le tour du monde et sera modifié ou détourné par des inconnus en un laps de temps très court. Le mot le plus important dans la phase précédente était « potentiellement ». Nous n'avons sans doute pas conscience des implications potentielles liées à l'acte de prendre une photographie destinée à une diffusion sur le web à chaque fois que l'on effectue cette action, à moins de souffrir d'une forme aiguë de paranoïa mentinée d'illusion de grandeur. Comme j'ai dit en ouverture, la photographie numérique ne provoque pas l'arrivée d'un nouveau paradigme. Toutefois, elle accentue des aspects de la photographie qui étaient déjà présents à l'époque de l'argentique. Et le fait que les potentialités de la photographie soient décuplées par les technologies numériques n'est certes pas sans incidence, puisqu'il modifie considérablement notre rapport à la photographie dans ses logiques de production, de diffusion et de manipulation. Merci.